Faisons le nécessaire pour remettre en route mon poste CB Citizen MPL5 et faire des mesures de performance. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici la deuxième partie de cette série de vidéos sur la remise en marche d'un poste CB Citizen JIL modèle MPL5. C'est un poste AM et SSB, donc bande latérale unique. Comme mentionné dans la première vidéo, j'ai un petit faible pour ce modèle de CB, ce modèle exact, puisque j'avais exactement la même radio en 1982. Avant même de devenir radioamateur, ça a été mes premières armes avec des communications DX internationales. Donc, c'est pour ça que je me suis procuré ce poste, je l'ai acheté. Il est en condition vraiment so-so, mécanique. Électrique, on va voir, puisque je ne l'ai pas mis en fonction. Mais voici ce que j'ai fait depuis la dernière vidéo. J'ai fait, comme je vous ai mentionné, j'allais corriger le fil d'alimentation 12 volts. J'ai donc installé un passe-fil, mais il a fallu que j'installe une petite plaque d'aluminium pour pouvoir traverser les fils de façon, on va dire, sécuritaire. Et en plus, j'ai soudé les fils à l'intérieur directement sur les deux poteaux d'alimentation d'origine. Alors, vous voyez bien comment c'est fait. Alors, vu de l'arrière, bien, voici à quoi ça ressemble. La petite plaque, c'est beaucoup mieux ainsi. Et j'ai laissé la prise SAE, donc ça, c'est bien correct. Au niveau alimentation CC, c'est prêt à mettre l'alimentation sur la radio. Donc, j'ai fait aussi une inspection en long et en large de la radio. Et je vous avais mentionné que je trouvais que les deux soudures ici étaient mal faites. Je les ai refaites, les deux fils ici. Et je me suis aussi aperçu que cette radio a effectivement été modifiée, donc pour faire des changements de fréquence, entre guillemets, là, changements illégaux. Les fils pour modifier le codage du PLL, s'en viennent sur les deux interrupteurs ici à l'avant. Donc, pour les essais de départ, on va les garder en position basse, qui, je le crois bien, nous amènera en mode CB normal, là, les fréquences traditionnelles de 26 905 à 27 405, je crois, ou 26 955 à 27 405, quelque chose du genre, les fréquences nord-américaines. Et donc, ça sera à voir. La modification a déjà été faite et on en reparlera de la modification. Je vais vous montrer ça. Bon, alors sinon, je n'ai rien vu de particulier là, qui me fait dire que je ne devrais pas l'alimenter. Je n'ai vu aucun condensateur en mauvais état. Tout me semble bien correct. J'ai noté que les deux fils ici, pour faire les modifications, les deux fils d'origine ont été débranchés. Et on s'en reparle de ça aussi. Alors, là, à première vue, moi, tout semble bien correct. Je serais prêt, disposé à mettre de l'alimentation sur la radio. Je vais limiter le courant à, disons, 500 mA et que je vais mettre 13 volts. Et on va voir qu'est-ce qui va se produire. Au moins, on va essayer en réception. On va d'abord voir s'il s'allume. Ça serait la première chose. Bon, alors, avant de mettre l'alimentation, donc faire les essais, je vais mettre du nettoyeur de potentiomètre sur ces deux potes qui sont absolument figés ou quasiment, il faut forcer très fort. Et je suis sûr qu'ils vont se déprendre presque instantanément. Alors, je fais ça tout de suite. Alors ici, on a affaire à des potentiomètres qui ont un petit trou sur l'arrière. Donc, probablement justement pour pouvoir injecter du lubrifiant ou nettoyant. Bon, ça a donné des résultats moyens. Je vais en mettre un petit peu plus et un petit peu plus. On va voir, oui, là, il se déprend. Et c'est encore passablement figé, je vais vous dire. Encore passablement figé. Donc, je vais travailler les deux potentiomètres de cette façon-ci. Ah, du côté des terminaux, il y a encore plus d'espace. Donc, ça va bien. Alors là, je n'ai envoyé beaucoup. Et voyons pour la suite. Voilà. Problème de potentiomètre réglé. Les deux Squelch et Clarifier. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était pas la surface de contact du potentiomètre, le carbone. C'était l'axe lui-même. Il y avait une graisse dans l'axe et cette graisse-là était figée. Alors, il a fallu que j'injecte par le dessus ici, plutôt qu'à par l'arrière. Et le problème, tout de suite, j'ai senti là, que ça s'est dégagé assez rapidement. Et voilà, là, c'est aussi lisse que potentiomètre de volume. Alors, on est prêt maintenant à faire les premiers essais. Je vais positionner effectivement les fréquences normales et donc pas modifiées. Je suis en mode CBI.
et je vais me mettre en AM. Je vais mettre 13 volts et 500 mA de limite de courant. Alors, on va commencer en réception, puis ce 500 mA-là, ben, c'est amplement. Quand on passera en émission, on montera le courant, bien sûr. OK, alors je m'installe et je vous reviens. Alors, nous voici prêts pour la mise à feu. J'ai branché un haut-parleur extérieur, puisqu'il y a les couvercles qui sont enlevés, il n'y a pas d'haut-parleur, ça. Moi, j'ai pensé à ça, on ne se fera pas surprendre. Alors, j'allume, en espérant que tout va se passer normalement. Ah, OK. Il était déjà sur la voie 14. Et ça s'est allumé sur le meter aussi. Excellent. Est-ce qu'on a de l'audio? J'entends aucun hiss. Non. Aucun hiss. Ah, attendez. Je crois qu'avec ces radios, il faut absolument brancher le microphone, sinon le circuit audio n'est pas complet. Ben, je fais ça, puis je vous reviens. Bon, deuxième essai, j'ai branché le microphone. Et on va rallumer, voir. J'ai le haut-parleur que je vais vous faire entendre. Ah ah! Là, on a de l'audio. Bon, en AM, il n'y a pas vraiment de bruit de fond parce qu'il n'y a rien de branché. Je vais aller en bande latérale unique. Oh yes! USB. LSB. OK. On a un bruit de fond. Le squelch fonctionne. Parfait. Et ensuite, bon, le RF gain, évidemment, ça va prendre un signal pour l'essayer. On sait que le volume fonctionne aussi. Le clarifier, c'est régler le problème. Naturellement, ça va prendre un signal pour qu'on entende son effet. Alors, à première vue, c'est BPA. Ça, c'est correct. À première vue, tout semble fonctionner. Il faudra voir en AM si la réception est sensible ou pas. Alors, prochaine étape, c'est de lui brancher un générateur de signal pour le stimuler en réception. Alors, je vais injecter un signal de 50 microvolts, donc moins 73 dBm. Et normalement, sur tous les bons radios, avec le gain RF ouvert au maximum, là, ça devrait donner S9. Je ne sais pas si vous voyez ici sur l'aiguille, c'est la jonction entre le jaune ou le blanc et le vert. Donc, ça devrait être juste ici vers la droite. Alors, j'allume à moins 73 dBm et l'aiguille est montée jusqu'à S9, exactement S9. C'est bon signe, mes amis, c'est bon signe. Je vais éteindre et rallumer pour que vous voyez bien. Alors, très bien. Ça, c'est parfait. Je vais diminuer le signal graduellement pour le voir vraiment là, tester sa sensibilité. Alors, je suis à moins 103. On reçoit encore. Moins 113. Bon, à moins 123, là, moi, je ne vois pas. On commence à entendre un petit peu. On entend un petit peu, oui. Moins 123, je vous dirais, c'est le début. En volts, c'est 158 nanovolts. Donc, c'est 0,1 microvolts si vous préférez. Donc, c'est très bien. On commence à l'entendre, le signal en AM. Maintenant, on va aller en bande latérale unique. Je peux bouger le clarifier. On va voir si ça va fonctionner. Oui. Définitivement, je peux changer la fréquence de réception avec le clarifier. Et si je vais en bande latérale unique inférieure, ça va être le sens inverse. Bon, parfait. On le reçoit encore, ce qui est normal. En bande latérale unique, comme on est plus étroit, ben, la sensibilité est meilleure. Je vais descendre le signal. Bon, là, on peut dire qu'on le perd. Et monsieur, je peux vous dire que c'est pas fort, hein? Je suis à 19 nanovolts, 18 nanovolts. Et on entend encore la porteuse. Ouais, il est encore là. C'est le minimum de mon générateur, 14 nanovolts. C'est pas fort, ça. Très sensible, cette radio, en bande latérale unique. Aucun problème. Évidemment, si je retourne en AM, on n'entendra pas. Donc, chapeau, hein? Je ne peux pas vous dire s'il est centré en fréquence comme il faut ou pas, mais je peux vous dire qu'au niveau de la réception, de la sensibilité, numéro 1.
rien à dire à ce sujet. Et la fréquence injectée, c'est 27.125, ce qui correspond à la voie 14. Donc, comme on dit, so far, so good. Donc, jusqu'à maintenant, c'est vraiment numéro 1. On va passer en émission, voir s'il fonctionne. Bon, alors pour les tests d'émission, je suis toujours sur la voie 14. On va faire une émission en AM. On va vérifier la fréquence. J'ai augmenté le courant sur le bloc d'alimentation à un maximum de 3 ampères. En réception, juste pour vous le dire, je consomme 200 mA présentement. Alors, je fais un essai d'émission. Alors, vous allez voir s'afficher la fréquence. Et présentement, on a 2724.89, 8889, c'est quoi, 10, 15 Hz à côté. C'est rien, aucun problème. Alors, on pourra bien sûr ajuster ça pour mettre ça pile poil, mais bien sûr, changement de température dans la radio pourrait causer une différence au niveau de l'émission-réception. Voyez-vous, il n'y a pas de LED sur la radio qui indique lorsqu'on est en émission. Ça, c'est un... Il y avait des petites faiblesses. L'autre faiblesse, je peux vous la montrer tout de suite. Quand j'opère le squelch, ça fait un gros toc, toc, toc lorsqu'on ouvre le squelch. Ça, c'est agaçant. Il aurait dû y avoir peut-être un condensateur qui aurait créé une rampe plus douce pour la remise en présence de l'audio plutôt qu'une coupure nette qui crée ce bruit vraiment agaçant. Bon, parfait, on a vu la bonne fréquence. Regardons maintenant la puissance de sortie. Alors, pour la puissance de sortie, j'ai un atténuateur de 20 décibels présentement sur l'analyseur de modulation HP8901A. Donc, ce que vous allez voir, il faut multiplier par 100, tout simplement, pour avoir le résultat en watts. Alors, voilà, j'y vais. Et on obtient 4.1 watts. Si je sais bien lire, 4.1, 4.5. Oh, ça va à 5 watts. On ne parlera pas, là. Ouais, non modulé, c'est 4,1 watts, 4 watts. Cette radio est spécifiée pour 4 watts, donc parfait. Ça correspond. Je vais changer de fréquence. On va aller à la fréquence 1, voir si la puissance est plus élevée. Oui, 4,6 watts. Et on va aller à la fréquence 40, la voie 40. 3,5 watts. Alors, on voit ici que la syntonisation n'est pas centrée au niveau de l'émission. On aurait dû s'attendre à peu près à la voie 20 à avoir quelque part le milieu, là, puis des écarts qui abaisseraient un petit peu de chaque côté de la voie 20, mais on voit ici là, que ce n'est pas tout à fait centré. Donc, c'est entre 3,5 et 4,5 watts non modulés. Alors, bien sûr, si je siffle dans le microphone, ça va aller beaucoup plus haut. Alors, on va dans le 12 watts, comme vous avez pu voir. Donc, c'est le maximum que ce radio peut produire comme puissance de toute façon. Là, je suis sur la voie 40, mais c'est certain que si je vais sur la voie 1, ça va être beaucoup plus fort. Ouais, ça monte à 14. Ce qui est attendu de cette radio-là. Et si je vais en bande latérale unique, bien, on devrait normalement aller chercher la même puissance, environ 14 watts. Oh, pas du tout. 6,2 watts. OK, alors, je pense qu'en bande latérale unique, je peux essayer l'autre. 6,7 watts. Donc, définitivement qu'en bande latérale unique, peut-être que le gain du microphone n'est pas suffisamment fort pour moduler l'étage d'amplification à sa pleine puissance. Alors ça sera un ajustement à tenter de faire. Augmenter le signal en bande latérale unique venant du microphone, le gain, parce que c'est deux circuits séparés. Donc, augmenter l'ampli pour pousser plus fort dans le mélangeur. Je présume que c'est ça le problème, qu'il n'y en a pas d'autre. Parce que c'est le même étage d'amplification. Donc, on s'attendrait à ce que le résultat soit le même. Et donc, c'est en amont de l'étage d'amplification. Peut-être qu'en bande latérale unique, en SSB, le niveau audio n'est pas assez fort pour moduler pleinement, en pleine puissance. Alors, ça sera à voir. Alors, je suis content de voir au moins que le bouton fonctionne ici, même s'il est légèrement tordu. Alors, ça sera à redresser, bien sûr. Celui-ci aussi, le clarifieur est légèrement tordu, mais il va rester comme ça. Je ne veux pas l'endommager outre mesure. Je vais faire un nettoyage de tous les boutons. Je vais enlever tous les boutons. Passer ça dans un bain ultrasonique, bien sûr. C'est des boutons en métal, donc ça, c'est bien. C'est en aluminium. Et puis, je vais tout nettoyer la façade. Je vais refaire le lettrage de la peinture. Ici, c'est la peinture blanche sur des lettres qui sont ressorties, là. Donc, ça devrait revenir quand même correct. Ça va être fragile au niveau de la peinture, mais ça devrait ressortir bien quand même. Vérifions maintenant la modulation.
AM pour voir, donc en pourcentage, normalement, la pleine modulation, c'est 100%. Donc, on va voir jusqu'où il nous amène avec ce microphone et l'ajustement interne. Alors, je vais siffler. Je vais baisser le volume, bien sûr, pour vous. Bon, ben, ça nous amène à 96%, ce qui est parfait. On ne dépasse pas le 100, en tout cas, à première vue, c'est correct comme ça. On pourrait pousser un petit peu plus, forcer la machine un peu plus fort, mais ça ne donne strictement rien. Bon, maintenant qu'on a vérifié fréquence, puissance, niveau de modulation, qu'est-ce qu'on peut faire? On va regarder les fréquences modifiées. Mais avant tout, j'aimerais vous entretenir justement là-dessus. Et je vais vous parler de la plaquette de circuit imprimé principale de Cybernet. Alors, l'information qui suit est tirée du site web de haminternational.com. La compagnie Cybernet Communication a été active dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, fabricant de postes CB et de cartes mères de postes CB. Ils ont donc vendu leurs cartes mères du Japon vers d'autres pays. Et vous avez ici une idée là, des cartes mères fabriquées par Cybernet qui ont équipé tous ces modèles de postes CB qui ont été vendus autant en Amérique qu'en Europe ou ailleurs. Il y avait bien sûr, comme je vous l'ai mentionné, des postes Cybernet eux-mêmes. Bon, alors mon CB, le Citizen MPL5, a une carte mère Cybernet. En fait, j'aurais voulu posséder le grand frère du poste MPL5 que j'ai, c'est-à-dire le SSB M6 de la même marque, Jutan International Citizen. C'est en fait un poste qui se branche dans le secteur, mais à l'intérieur, c'est la même carte mère que mon CB MPL5. J'aurais beaucoup aimé posséder ce poste. Malheureusement, lorsque j'étais sur le marché de l'achat, dans l'occasion, il n'y en avait pas disponible dans la région où j'habitais, mais j'ai mis la main sur un MPL5, sachant que c'était les mêmes caractéristiques électroniques. Par contre, c'était une version mobile, bien sûr. Et dans mon manuel, par chance, il y a le schéma électronique de ma carte mère. Et la carte mère en question, il s'agit d'une PTBM 058C0X. Donc, ça, c'est ma carte mère et je l'ai confirmé sur la carte elle-même. C'est bien ce modèle qui est écrit. Ceci dit, 048, 058, 059, ce sont des modèles de carte mère donc, qui sont très près les unes des autres. Et les procédures d'alignement, par exemple, qu'on pourrait trouver sur le web vont être absolument compatibles. Il y a des légères variations entre le 048 et 058. Apparemment, le 058, c'est la version canadienne. 048, ça sera une autre version, peut-être la version américaine. Mais c'est très, très près. Les désignations des pièces, les codes, là, R1, R3, ainsi de suite, U4, c'est exactement la même chose. Alors, je ne pars pas à zéro. Maintenant, les fréquences modifiées. Je le sais pertinemment que ce modèle de poste CB peut être modifié puisqu'il l'était modifié dans mes années. Et je vous ai dit qu'il y avait des fils déjà soudés et que le poste était déjà modifié. Alors, voici l'astuce, c'est que ce poste CB utilise une puce PLL qui s'appelle le PLL02. C'est pas le seul. Cette puce PLL02 est extrêmement populaire dans le monde des CB dans ces années-là, début années 80. Et il semble bien que cette puce, le PLL02A, avait des équivalents, avait beaucoup d'équivalents en fait sur le marché. Voici un schéma bloc trouvé sur le web d'un poste CB utilisant la puce PLL02A qui est pratiquement mon circuit de CB, donc facile à comprendre le fonctionnement général, puisque la plupart des CB sont construits de cette façon, particulièrement ceux qui font de la bande latérale unique et ceux qui utilisent la PLL02 en particulier. Alors, c'est un circuit qui est piloté, cadencé par un quartz de 10,240 MHz. C'est cette valeur qui va piloter autant l'émission que la réception. La puce PLL02 a des broches d'entrée qui permettent de sélectionner les différentes voies, donc les canaux, lorsqu'on tourne la roulette de 1 à 40, on vient mettre des mots binaires différents sur les 9 broches ici, ce qui change le diviseur interne de la puce PLL02 et qui produit donc une référence à valeur variable en fonction de la voie sélectionnée à l'avant sur le CB. Et cette valeur divisée de référence est utilisée autant en réception
qu'en émission aussi. Il y a d'autres quartz dans le circuit, mais ils sont à fréquence fixe. Mais la seule référence qui va servir et qui sera, bien sûr, manipulée par le PLL02, c'est la 10.240 MHz. Alors, je vous ai mentionné, il y a 9 broches pour contrôler le diviseur du PLL sur la puce PLL02A. Ces broches, P0 à P8, sont montrées ici. Voici les 40 canaux, les 40 voies disponibles. Regardez les colonnes P7 et P8 en particulier. Vous allez voir que P0 à P6, ça varie. Donc, l'encodeur, lorsqu'on change les voies, envoie différents codes binaires à la puce PLL02. Mais les deux colonnes P7 et P8 ne changent pas. Regardez les deux colonnes de droite, ça ne change pas pour les 40 voies pour les fréquences CB standard. Donc ici en Amérique, de 26.965 à 27.405 MHz. Qu'est-ce qui arrive si on change ces 2 bits? Ah! Eh bien, c'est ça les interrupteurs à l'avant de l'appareil. On vient mettre un 1 ou un 0 ou les deux en même temps. On modifie les deux sur les bits P7 et P8. Le facteur de division, il change complètement. Il n'est plus entre 330 et 286. Il va aller beaucoup plus bas. Alors voilà l'astuce qui est faite pour les modifications de fréquence. On vient changer ces mots ici. Et le travail a déjà été fait. Maintenant, on pourrait aussi penser changer le 10,240 MHz par un autre quartz d'une autre valeur, ce qui nous permettrait d'amener complètement le CB avec les mêmes divisions, mais dans une autre bande complètement différente de fréquence. Alors, c'est peut-être ça que j'aurais à faire si je veux utiliser ce CB sur les voies radio-amateurs, par exemple, la bande de 28 MHz qui commence à 28. Peut-être que je n'aurai pas toute la plage d'opération avec le quartz de 10.240. Faudra voir. Alors, allons-y avec la vérification des fréquences illégales, donc les fréquences supérieures où on entend souvent des contacts internationaux. Alors, il s'agit, je crois bien, de monter cet interrupteur ici. Alors, je le teste d'abord à la voie 1, normale. On a bien 26.965 qui est la fréquence standard de la voie 1 en Amérique du Nord. Maintenant, si j'enclenche la modification numéro 1 et qu'on relie la fréquence, 27.285. Alors, vous voyez, on a fait un saut quand même assez gros. Et donc, si on continue, bien, on va dépasser le 27.405, c'est clair. Si on monte, voilà, 27.445, 27, ça va être 455 exactement, 27.475. Ah, il y a un saut, voyez-vous, 27.460, entre le 14 et le 15, là, il y a un saut, 465 qui n'est pas rejoignable. 475, 485, 495 et ainsi de suite. Donc là, on est en dehors des fréquences standards. Évidemment, j'émets sur une charge fictive présentement, donc je n'émets pas à l'extérieur. Mais la modification numéro 1 fonctionne. En général, il va y avoir moins de puissance de sortie et la sensibilité de réception pourrait être moins bonne. Puisqu'on est sorti de la bande, il faut faire des choix. Quelqu'un qui veut faire des émissions radio sur ces fréquences là, plus internationales, peut faire resyntoniser le POS-CB à un endroit différent là, pour optimiser. Mais ça va recevoir quand même. Puis l'émission, elle va être moins que 4 watts, probablement, peut-être plus seulement juste 3 watts ou quelque chose du genre. Alors, c'est des compromis. Les circuits ne sont pas si larges que ça. C'est des circuits syntonisés quand même. Bon, alors ça, c'est la modification numéro 1. On peut aller voir jusqu'où elle se rend. 27. Ah, on est retombé. 27.575. 27.554. Oh! Il y a des sauts un peu bizarres qui se produisent, là. 27.564, 5.84, 5.94, 27.2.84. Donc, à partir de 28, ça retombe. Donc, c'est pas du consécutif, là. C'est des morceaux de bande, visiblement. Alors, si on va voir la deuxième modification maintenant. Alors, où est-ce qu'on se trouve? Je vais descendre à la voie 1. Alors, on se trouve à 27.604. OK, on est déjà plus haut là, que ce qu'on pouvait produire avec la modification 1. Ça, c'est la modification 2. 27.605. On va aller un peu plus haut.
27 744. On s'approche du 28, qui est la bande radioamateur de 10 mètres. 27 840. 27 935. Là, on approche. 27 985. 995. 28 005. On est dans la bande radioamateur ici. Donc, la deuxième modification nous permet d'aller chercher la bande radioamateur. Sur la limite, bien sûr, on a quelques voies, là. 28 045. Donc, on va chercher le premier 50 kHz, si on veut, là, de la bande radioamateur. Est-ce que l'autre interrupteur combiné à celui-ci, qu'est-ce que ça va nous produire? En voie 1, 27 924. OK, on part déjà haut. Fait que là, on va facilement aller chercher la bande radioamateur. Déjà, 28 025, 28... hop! Le radio sort quelque chose, mais j'ai pas de lecture. Peut-être là qu'il n'y a pas suffisamment de puissance pour mon appareil pour lire la fréquence. Il y a encore de la puissance de sortie, mais ce n'est pas très fort et je n'arrive plus à la recevoir avec mon appareil. Donc, de toute façon, on est candidement dans les fréquences radio-amateurs ici. Et là, on voit rendu à la voie 21, l'aiguille ne monte même plus quand j'émets. Je pèse sur l'émetteur, là, ça ne monte même plus. Ici à la voie 11, ça monte. 12 encore. 13, ça va. 14, ça ne va plus. Donc, le PLL déverrouille, tout simplement. Et il n'y a plus de sortie. L'oscillateur ne réussit pas à sortir. Alors, il faut, comme je vous expliquais, quelqu'un qui veut opérer dans ces fréquences va devoir resyntoniser la radio au complet pour se concentrer sur les fréquences radio-amateurs. Alors, c'est un choix que j'aurai à faire parce que moi, j'ai pas vraiment d'intérêt pour le CB. Alors, j'avais intention peut-être de le resyntoniser sur la bande 10 mètres et même peut-être, qui sait, essayer de le modifier pour du code Morse en plus de la bande latérale unique. À voir, à suivre. Alors, j'ai pris une chance avec ce poste CB. Je l'ai acheté sur eBay tel quel, sans savoir s'il allait fonctionner. Mon flair m'a servi, semble bien, puisque tout fonctionne correctement. En tout cas, à première vue, là, il n'y a rien de grave. Il y a quand même des petites choses que je vais vouloir régler. Par exemple, je veux corriger la puissance de sortie en bande latérale unique. Là, c'est censé d'être 12, 13, 14 watts facilement. On a vu juste 6 ou 7 watts. Donc, il y a certainement des ajustements à faire du côté du circuit de bande latérale unique. On sait que la partie d'amplification finale radiofréquence, ben, c'est la même pour AM et SSB. Donc, c'est en amont, la partie SSB, génération de l'audio, probablement le mélangeur, quelque chose. Il y a des ajustements pour le gain audio. Donc, à vérifier si peut-être le problème pourrait être réglé de ce côté. Ensuite, ben, il y a toute la partie nettoyage et esthétique. Hein? J'ai beaucoup de pain sur la planche pour ramener cette radio à mon goût à moi. Elle ne sera jamais parfaite, bien sûr. Elle a du millage, mais on est capable, je crois, je serai capable de l'améliorer beaucoup plus, juste avec un peu de travail. Et bien sûr, il y aura les deux couvercles inférieur et supérieur à repeindre, donc sabler, poncer et repeindre. Ensuite, il y a d'autres petites choses que je veux faire. C'est un petit défaut de cette radio, c'est le fameux squelch. Lorsqu'on ouvre le squelch pour entendre le bruit de fond, ça fait un toc. Un toc qui est franchement agaçant. C'est pas la mort, puis certains me diraient, bon, ça n'a aucune importance. Mais si on utilise un gros haut-parleur, ça va donner un gros coup de grave. Hein? Donc, vibrer assez fort. Donc, s'il y avait moyen peut-être de mettre un condensateur à quelque part pour adoucir l'ouverture de l'audio, ben, je vais essayer, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais faire aussi sur cette radio? On a remarqué que la puissance de sortie n'était pas tout à fait centrée en émission. Là. On a vu là, que la puissance la plus élevée était à la voie 1 et la voie 40 avait la puissance la plus faible. Ça devrait être centré normalement autour de la voie 20. Donc, ça ne va pas. Je vais essayer de voir si je peux peut-être recentrer la partie émission, donc resyntoniser l'étage d'émission finalement. Il y aurait une autre chose aussi que j'aimerais faire, c'est le clarifier. Pour les radioamateurs qui me suivent, c'est l'équivalent du RIT, Receive Incremental Tuning, c'est-à-dire que ça ajuste la fréquence de réception lorsqu'on est en bande latérale unique, mais ça n'ajuste pas la fréquence d'émission. Donc, ça ne permet pas d'aller entre les canaux, on est fixe en émission. Et il y a moyen, donc j'aimerais modifier le clarifier pour qu'il suive aussi en émission, pour que je puisse me déplacer, par exemple, entre deux voies.
Donc, ça prend au moins 5 kHz d'ajustement, au moins dans un sens. Donc, je l'avais sur ma radio en 1982. J'aimerais l'avoir sur cette radio-ci aussi. Bon, ensuite, on tombe dans l'aspect point d'interrogation. Je verrai si, dans d'autres vidéos, je ferai la modification de ce poste CB pour la bande radio amateur 10 mètres. Donc, l'amener, donc le resyntoniser au complet pour être optimisé dans le bas de la bande 10 mètres. À voir si je vais le faire ou pas. Je ne suis pas encore convaincu, mais c'est possible. Et rendu là, pourquoi ne pas ajouter le mode Morse, donc CW, donc envoyer du code Morse sur cette radio et pas seulement de la bande latérale unique et du AM. C'est plus compliqué qu'on pourrait le croire. Si on veut faire ça de la façon d'un puriste, il faudrait émettre en AM, donc envoyer une porteuse non modulée, donc il faut que l'audio du microphone ne se rende pas lorsqu'on appuie sur la clé. Et en réception, il faut se déplacer en bande latérale unique. Donc, un mélange de AM et de bande latérale unique en réception. Pas si évident. Il y aurait une façon un peu trichée de le faire. Ça serait simplement d'envoyer une note audio. Donc, on est en SSB tout le temps, mais on envoie une note audio la plus pure possible pour moduler, plutôt que le microphone, bien sûr. Et pour la personne qui reçoit à l'autre bout, c'est pas facile de savoir si c'est vraiment une porteuse ou si c'est un signal en bande latérale unique modulé avec une tonalité. Et donc, à ce moment-là, on resterait en bande latérale unique tout le temps, émission-réception. Ça serait beaucoup plus simple, mais il faudrait effectivement ajouter un petit oscillateur audio qui fournirait une onde sinusoïdale le plus pure possible, alimentée à la place du micro. Donc, à voir. C'est dans mes plans, peut-être à long terme, qui sait. Alors, ça fait le tour de ce que je voulais mentionner. J'espère que cette petite courte série vous intéresse. On a découvert ensemble le fonctionnement de ce poste et peut-être que je pourrais l'améliorer même dans une ou deux vidéos futures. Alors, demeurez à l'écoute pour la suite. Je vous dis merci et à la prochaine.